Bienvenue à votre édition de cette semaine dans Dautré, édition du 22 mai 2022. Nous sommes dans la fin de semaine du congé des Patriotes, donc demain, lundi. Nous n'aurons pas de bulletin de nouvelles comme tel, vu que c'est congé. On vous parle un peu des émissions, des extraits d'émissions que vous allez voir dans cette édition de cette semaine dans Dautré. Premièrement, le monde syndical a connu deux ententes de principe, deux ententes de convention collective. Dans un premier temps, on parle de papier CCT, maintenant CCT, et nous avons rencontré M. Luc Saint-Hilaire, principal actionnaire pour la compagnie, qui nous a fait un bilan, comment va la compagnie, et on pourrait dire la fierté comme quoi l'entente syndicale est encore possible, et il y a eu une entente de convention, une convention collective qui a été signée cette semaine pour le syndicat de papier CCT. Dans un autre ordre d'idées, dans le même thème, on pourrait dire, nous avons eu la chance de rencontrer M. Richard Vigneault, responsable des communications corporatives pour Olivelle, qui nous a fait part de sa joie, de la satisfaction d'avoir pu conclure avec le syndicat CSN de Olivelle à Berthierville une nouvelle entente de convention collective. Cette entente sera prolongée pour encore quelques années. Le but de toutes ces opérations est d'assurer la pérennité de l'entreprise, de garder ses employés, donc satisfaction au niveau des employés, amélioration des conditions de travail, amélioration des salaires, et cette bonne nouvelle a permis de consolider quand même, on parle de 500 emplois dans la région de Berthierville. Nous avons aussi rencontré la partie syndicale, la partie CSN, avec Mme Patricia Rivet, encore là en relation avec le dossier de l'abattoir Olivelle à Berthierville, et elle mentionnait que les conditions de travail au niveau des conditions de salaire, ce sera les meilleures dans l'industrie, qu'elle est contente aussi que les employés aient accepté de réouvrir la convention, de négocier. Les négociations ont été quand même assez courtes, à de très courte durée, et l'entente est profitable des deux côtés. On est conscient qu'au niveau des employés, c'est un bon avantage. On ne pourrait pas dire qu'ils ont le grand bout du bâton, mais ils ont fait part de leur demande et la partie patronale a accepté. Maintenant, durant toute la période estivale, le CREVAL revient avec sa formule « Ton aventure ». Ton aventure est de favoriser la lecture, favoriser le gain, pas le gain, excusez-moi, de favoriser la retention des notions d'apprentissage qu'ont eu les enfants durant la période scolaire. Donc, on comprend qu'à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, cette opération Ton aventure permet à des jeunes d'aller sur un site Internet du CREVAL, de s'inscrire, de gagner des prix, mais aussi de lire un livre. Et Ton aventure, c'est que ça permet d'avoir un choix de fin, de finalisation. Donc, après chaque chapitre, les trois récits qui sont adaptés pour les jeunes, on pourrait dire vraiment la première année du primaire, on parle après ça des années primaires et secondaires, et pour les ados. Après chaque lecture de chapitre, vous avez le choix entre deux options pour continuer l'aventure. Et dépendant de l'option que vous choisissez, par la suite, il y aura une évolution de l'histoire. Nous avons eu la chance de rencontrer Mme Elsa Poirier, qui est la coordonnatrice au niveau du CREVAL, ainsi que l'auteur, Mme Annie Gravel, qui a eu, entre autres, à créer 80 chapitres pour 30 chapitres réels pour les enfants. Donc, vraiment une tâche ardue, une tâche de moine, parce qu'on sait qu'elle a dû inventer plusieurs finalités pour chaque chapitre et chaque histoire. Donc, c'est un concours, c'est une façon de permettre aux jeunes de ne pas perdre leur acquis durant la période estivale, et rendu au mois de septembre, le professeur peuvent permettre justement aux enfants de continuer d'évoluer. Un exemple dans l'apprentissage du français, qui est une chose très importante à l'école. Vous pouvez donc aller sur le CREVAL, aller sur le lien Ton aventure et commencer dès maintenant à s'inscrire. À la fin, il y a des prix vraiment intéressants qui sont offerts.
Par la suite, nous avons rencontré Mme Marie-Pierre Aubuchon. On se souvient que Mme Aubuchon a été mairesse à la Visitation de l'île du Pas. Nous l'avions rencontrée. Alors, elle avait fait part de ses réflexions concernant le choix de ne pas se présenter aux dernières élections municipales en octobre-novembre dernier, mais elle a fait un choix politique et maintenant, elle est l'attachée politique de Mme Amélie Drainville. Donc, elle va travailler avec Amélie Drainville pour son élection à la prochaine campagne électorale qui aura lieu en octobre. Mme Drainville, on rappelle, a été choisie comme la candidate de Québec solidaire pour la circonscription de Berthier. Donc, Marie-Pierre et Amélie retravaillent ensemble. Ils ont travaillé très bien quand c'était au niveau municipal pour la Visitation de l'île du Pas et Québec solidaire rejoint pour Mme Aubuchon son style de vie, ses engagements tant au niveau environnement et au niveau social. C'est un petit peu ça qu'elle nous explique dans son entrevue. En terminant, nous avons rencontré Mme Amélie Pelland. On parle de Mme Pelland parce que plusieurs choses, dont premièrement, on pourrait dire la crise du logement. Il y a différents sondages qui sont offerts par Action Logement Lanaudière pour avoir vraiment un portrait très juste, très instructif concernant la situation du logement de Lanaudière. On parle de rénoviction, d'augmentation de loyer, toutes les choses qu'on entend présentement avec la pénurie de logement. Et aussi, nous avons parlé avec Mme Pelland concernant une manifestation organisée par le FREPRU qui va se tenir la semaine prochaine, donc le 28 mai à Drummondville, lors des assises de la CAQ qui se tiendront avant justement de préparer les élections d'octobre 2022. Un autobus partira de Joliette et passera par Berthier pour pouvoir aider les participants à aller manifester à Drummondville. Vous pouvez avoir les informations en écoutant justement cette courte entrevue de la façon de s'inscrire. C'était cette semaine dans d'Autré pour l'édition du 22 mai. On vous rappelle que lundi, nous sommes fermés. De retour mardi pour notre bulletin de nouvelles hebdomadaires à tous les jours à 18h et en reprise le lendemain à compter de 12h30. Sur ça, bonne fin de journée et on vous revoit la semaine prochaine. Je suis en compagnie de M. Luc Saint-Hilaire, qui est le principal actionnaire chez CCT 2020. Exactement. On va faire un petit peu d'historique parce qu'on était habitué de dire papier CCT. Donc, tu me permets, je t'appelle Luc parce qu'on se connaît. Oui, on va pas se le cacher. Là, tu me racontais tantôt qu'en 2020, en pleine pandémie, tu as réacheté, dans le fond, la compagnie, les actions de M. Chevrette et tout. Et c'est toi maintenant le principal actionnaire. Oui, exactement. J'étais en poste depuis plus de 3 ans. Jacques et Yves étaient commencé un peu dans l'âge. On a commencé à parler de pérennité d'entreprise, de succession. Je me suis lancé dans l'achat d'entreprise, sachant qu'il y avait quand même un bon potentiel. Oui. Malgré la pandémie, il y avait quand même un bon potentiel dans l'entreprise. C'est que je tente de développer présentement. Et la pandémie, est-ce que ça l'a fait justement que l'usine a fermé un petit peu ou vous avez toujours continué de fournir les papiers? Non, on a quand même été une entreprise, je vous dirais, choyée, même dans le temps de la pandémie, le ralentissement économique causé par la pandémie. Dans les marchés nichés qu'on dessert, il y avait quand même une bonne demande, une forte demande, donc ça ne nous a pas vraiment affecté. Tantôt, tu parlais de pérennité, mais si on parle juste un petit peu, là, la problématique, c'était au niveau des papetières qui vous fournissent. Hein. Je pense que c'est ça qui est ton plus grand défi. Là. Parce qu'on a déjà parlé avec la Richard, un exemple, dernièrement, c'était l'approvisionnement, le métal, des livraisons. Toi, c'est des papetières, il faut qu'ils fournissent. Oui, le nerf de la guerre, c'est l'approvisionnement de notre matière première, qui, nous, c'est le carton plat, le papier craft, papier brun, le carton plat. Oui, le prix augmente, il y a une rareté, l'économie a changé, donc c'est un peu plus difficile de s'approvisionner. De là aussi, on change un peu notre approche avec nos clients pour mieux les desservir en fonction de la rareté du matériel. Notre approche va bien présentement, les clients sont quand même encore au rendez-vous. Là, tu me parlais d'environ 23 employés présentement, quelle entreprise? Oui, présentement, on est 23 employés. D'ailleurs, on vient de s'entendre sur la convention collective. On vient de s'entendre avec eux. On signe demain. Donc, ça a très bien été. 5 rencontres. C'était une discussion qui était très ouverte. On assure la pérennité de l'entreprise, mais aussi les employés. Je pense que tout le monde est content. Donc, pour les employés, tout le monde est content. Là. Je pense que ça s'est passé d'une belle façon. Oui, d'une belle façon. Finalement, avec l'inflation qui est galopante présentement, on a assuré aux employés quand même un bon pouvoir d'achat, encore pour eux. C'était très intéressant pour leur part. Nous, c'est de la prévisibilité parce qu'on a signé pour 5 ans.
On a des partenaires, on a des gros clients, bien, eux aussi voulaient savoir un peu où on s'en allait avec ça. Fait que ça assure une bonne vision à long terme pour les employés, l'entreprise, nos partenaires. C'était un plus pour tout le monde. C'est très bon pour Berthierville aussi, ça assure les emplois. Ça assure les emplois. Et quand tu me parles de pérennité, éventuellement, est-ce qu'on peut s'attendre à des investissements, à des nouvelles choses, à des développements de marché, ou pour l'instant, c'est plus une stabilité, on va aller, puis on verra. C'est plus une stabilité présentement, je dirais, de bien travailler avec ce qu'on a à l'interne, parce que bon, on est un petit peu cloisonné dans notre agrandissement sur notre terrain, mais on va agrandir par l'intérieur. Ouais. On va travailler là-dessus. On trouve des solutions. On trouve des solutions, on va travailler là-dessus. On va jeter des garde-robes à terre. Oui, on travaille là-dessus. OK. Donc, puis les employés, tantôt tu me parlais des 23 employés, c'est mix, c'est autant des hommes, des femmes, Qu'est-ce qu'on retrouve? Au niveau de l'usine, on a 23 employés de plancher d'usine, c'est tous des hommes, parce que c'est un peu de travail physique, un peu aussi avec nos équipements, travail debout, un peu physique. Et au niveau administratif, on est 6 personnes, là on est 50-50. OK. Au niveau du bureau, là on est 50-50. Ah, ben c'est très bien. En tout cas, félicitations. Je pense que c'est des bonnes nouvelles, comme je viens de dire, pour Berthier. Puis on a tout comme passé à travers. Aujourd'hui, on ne parle plus de masque. Je pense que ça s'en vient dans le bon côté. Là. On va avoir réussi à passer à travers, comme on dit. Les employés ont été très collaboratifs, je dirais aussi, chez nous, chez CCT depuis le début. Là. Malgré les opinions de certains employés, c'était très bien reçu, bien appliqué, bien respecté depuis le début. Fait que, ils vont sûrement avoir ça, je les félicite encore. Bon, c'est ça, je pense que c'est important. Oui, ils ont très bien fait ça, c'était une très belle collaboration. En tout cas, donc on a des bons voisins. On est bien content de vous avoir pas loin de chez nous. Puis on vous suit encore, c'est d'autres nouvelles, parmi-nous. Ça va nous faire plaisir. Merci. Merci, bonne journée. On est en compagnie de M. Richard Vigneault, qui est le responsable des communications corporatives pour Honeywell. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter de nous parler ce matin. Bonjour, Mme Yvon. Ça me fait plaisir. D'accord. On va parler un petit peu d'Honeywell, on pourrait dire en général. C'est une compagnie qui est beaucoup implantée depuis longtemps à Berthierville et qui a eu beaucoup d'investissements. Je me souviens que juste avant la pandémie, on parlait d'une nouvelle façon de faire l'abattage des animaux. Je pense que vous avez profité, vous avez vraiment au cours des 2 dernières années, vraiment amélioré les installations, tant pour l'abattage et pour le bien-être animal, le bien-être des employés et tout. Là. Il y a eu beaucoup d'investissements en fait au niveau de l'Honeywell. Oui, dans tous nos abattoirs de volailles et de porc, sauf un qui est en Ontario, qui n'a pas encore été équipé avec ces installations-là. On a installé, et c'est des coûts de plusieurs dizaines de millions de dollars, on a installé à l'usine d'abattage de Berthier, comme ailleurs, le système d'anesthésie au CO2 qui vient remplacer un système avant où c'était un choc électrique qui était donné à l'animal pour insensibiliser, à la volaille, en l'occurrence pour Berthierville, pour insensibiliser avant la saignée. Et là, c'est un système vraiment très performant, une technologie de dernière génération qui permet ce qu'on appelle l'anesthésie au CO2, où les oiseaux arrivent dans des cages, passent dans un tunnel dans lequel est injecté du CO2. Les oiseaux s'endorment, parce que vous savez que pour saigner un animal, il faut que son cœur batte toujours. Alors, donc, les oiseaux s'endorment, ils arrivent, ils sont repris par les employés préposés à l'abattage et c'est beaucoup moins, ça améliore beaucoup l'environnement de travail parce qu'il y a moins de poussière avec le battement des ailes, il y a moins de blessures autant pour les employés que pour les animaux. Il n'y a pas de souffrance animale, c'est un système vraiment de bien-être animal avec des standards très élevés, d'absence de souffrance, de blessures aussi. Alors, ça a un impact évidemment sur le bien-être animal, ça a un impact sur l'environnement de travail de nos employés et ça a un impact même sur la qualité de la viande à la fin de l'exercice, si je peux dire, puisque comme il n'y a pas de blessures, comme les animaux sont moins stressés, la qualité de la viande s'en trouve améliorée. On pourrait dire moins de pertes aussi, dans le fond, au niveau du produit aussi. Ça devient une meilleure rentabilité là, au bout de la ligne. Exactement. Alors, c'est toujours fait dans le... Là, on avait plusieurs objectifs, comme améliorer l'environnement de travail, le bien-être animal,
Mais dans tout ce qu'on fait, que ce soit la modernisation des procédés, dans la robotisation qu'on peut installer, même si on va avec nos employés dans la formation de la main-d'œuvre, c'est toujours pour améliorer le milieu de travail d'une part, l'efficacité des procédés aussi, puis la qualité au demeurant pour nos clients et les consommateurs. C'est ça. Et je pense aussi, tantôt, vous parliez de plumes et tout. L'environnement aussi, on en a eu connaissance à Berthierville que ça a aussi amélioré cette chose-là. On voit moins d'émanations, on a moins d'odeur, c'est malheureux à dire, mais c'est ce terme-là. Et on voit moins aussi là, de la poussière, comme vous dites, là, que même pour les... Ça reste une opération essentielle dans la transformation de la volaille. Mais effectivement, le système d'anesthésie au CO2 élimine un certain nombre de nuisances qu'on pouvait subir avant et rend, je pense, l'environnement de travail beaucoup plus intéressant et beaucoup moins bruyant aussi. Alors, il y a un tas de facteurs qui font en sorte que ça améliore l'environnement en général. Vous êtes un des plus gros employeurs de Berthierville en termes de personnel et tout. On est encore là, passé à travers la pandémie. Est-ce que vous êtes content d'avoir passé à travers, que vos employés se sont bien adaptés? Il y a eu beaucoup de compromis de part et d'autre. Vraiment content de sortir de ce 2 ans, là, on pourrait dire sain et sauf. Oui. Bien, écoutez, d'abord, on est très reconnaissant envers nos employés qui se sont retrouvés, comme nous, dans un secteur que les gouvernements ont jugé essentiel pendant la pandémie, parce qu'il s'agit de nourrir les populations. La volaille sert essentiellement, il y a très très peu d'exportation, c'est marginal, parce que c'est un secteur sous gestion de l'offre, alors sert surtout le marché canadien et le marché québécois, bien sûr. Et Berthierville, l'usine Bonimel à Berthierville, c'est une institution à Berthierville, dans la région de la Naudière. Et ça fonctionne depuis longtemps et on est très content de faire partie du développement économique régional. Et pendant les 2 dernières années, honnêtement, nos employés ont été très résilients et on leur en est très reconnaissant parce que c'était pas facile pour personne, ni pour les gestionnaires, pas plus que pour les employés, d'affronter une pandémie qui était des circonstances jamais connues auparavant. Et ça s'applique bien sûr à toutes les autres entreprises, mais Olimel, on l'a vécu aussi, on est passé à travers, mais on a pris les moyens des moyens de mesures sanitaires qui étaient un fardeau additionnel pour les employés, on le reconnaît, et qui nous a permis de passer à travers. Actuellement, la situation de la pandémie s'améliore d'après tout ce qu'on reçoit comme information des autorités sanitaires et des gouvernements. Donc, on s'en réjouit. On reste prudent. Il y a des mesures qui sont en train d'être atténuées dans toutes nos usines. Mais voilà, la pandémie a provoqué aussi un drôle de phénomène, Mme Yvon. C'est une aggravation très sévère de la pénurie de main-d'œuvre. Oui, je vais aller avec vous parler de ça. Vous utilisez maintenant beaucoup l'immigration, d'avoir des gens qui proviennent de l'immigration. C'est un processus qui est long encore là, pour pouvoir accueillir des gens. Ouais, comme je disais, la pandémie a aggravé une situation qui existait déjà un peu avant le début de la pandémie, en mars 2020, mais qui s'est aggravée avec la pandémie, c'est-à-dire le fait que des employés ou ont changé d'orientation ou ont décidé d'arrêter dans un tel secteur pour aller dans un autre, ou ont décidé de prendre leur retraite prématurément, ou en tout cas, il y a un tas de facteurs qui ont joué, comme vous le savez, là. Mais pour toutes les entreprises, Olimel n'est pas dans une position différente des autres entreprises, bien que notre secteur soit plus affecté par cette pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est un secteur où, on va se le dire, ce ne sont pas des emplois de bureau, c'est des emplois qui sont plus physiques, mais pour lesquels on essaie d'aménager les meilleures conditions possibles. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a rouvert la convention collective avec l'assentiment du syndicat de Berthierville, le syndicat CSN, et qu'on en est arrivé à une entente là, qui a été votée en fin de semaine, dimanche dernier, à une très grande majorité.
majorité et on s'en réjouit. On améliore les conditions de travail de façon à rendre le travail plus attractif aussi, de façon à bien envoyer les bons messages quant à notre intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir, non seulement pour attirer des employés, mais pour les garder à notre emploi. On offre des emplois à long terme, stables, ce n'est pas des emplois temporaires. Il y a des conditions avantageuses au niveau des bénéfices, autant qu'au niveau monétaire maintenant. Alors, on espère que ça va nous aider. Mais, et vous l'avez mentionné dans votre question, on doit aussi se servir de tous les moyens à notre disposition, recruter de la main-d'œuvre immigrante, recruter des travailleurs étrangers temporaires à l'étranger, travailler avec les gouvernements, travailler avec les instances régionales pour qu'il y ait un bon accueil dans la région. Ça permet de revitaliser la région. Oui. Alors, donc, tout ça fait en sorte que, bon, on est arrivé à s'entendre avec cette CSN de Berthierville et on s'en réjouit. D'accord. Je vais vous relancer sur les employés. Par le passé, j'étais dans vos employés il y a quand même quelques années avec un S. Est-ce que l'emploi étudiant est encore disponible? Avez-vous encore, on va en profiter de parler de ça un peu, avez-vous encore des postes de disponibles? Êtes-vous toujours ouvert pour les emplois étudiants, exemple, qui sont intéressés? Parce que c'est quand même des bons salaires, là. Oui, absolument, absolument. Écoutez, il faudrait que ceux qui sont intéressés entrent en contact avec l'usine. Il y a des gens, il y a un directeur de ressources humaines à l'usine qui s'occupe du recrutement. On a une équipe aussi au niveau des ressources humaines, au niveau du siège social qui est en appui à nos établissements dans les régions pour le recrutement et qui travaille très fort depuis le début de la pandémie pour recruter du personnel, le former, parce qu'on forme aussi. Et puis, on a besoin d'emplois étudiants pour l'été parce que nos travailleurs ont besoin de prendre des vacances, ils ont besoin d'être remplacés. Alors, donc, actuellement, je n'ai pas les données parce que je ne suis pas moi-même aux ressources humaines, mais je sais que c'est en cours. On prend tous les moyens possibles et imaginables pour recruter des gens dans la région, d'abord, localement. Et très souvent, on est presque dans le plein emploi au Québec, actuellement, avec un taux de chômage très, très bas. En région, c'est plus difficile parce que presque tout le monde a un emploi. Donc, il faut élargir un peu. On fait du transport aussi quand c'est nécessaire. Il faut aller chercher les gens un petit peu plus loin. Mais idéalement, on veut recruter des gens qui vont rester dans la région, qui vont habiter Berthierville ou les environs immédiats et qui vont faire profiter l'économie de leur présence aussi. De toutes sortes de manières. Qu'on pense aux écoles, qu'on pense au système de santé, qu'on pense à l'économie locale. Je pense que c'est très important que les travailleurs s'implantent dans les régions. Et on travaille beaucoup dans ce sens-là avec les instances régionales. Bien, c'est ça que je te peux dire. Donc, cette entente maintenant avec la CSN vous permet d'assurer encore la pérennité de l'entreprise à Berthierville, de pouvoir voir, on pourrait dire, vers l'avenir, parce que je veux dire, on est conscient que peut-être au niveau de la volaille, comme vous dites, du porc, c'est deux produits qui sont encore très prisés, qui prennent de plus en plus de place là, sur le marché, sur l'économie, là, dans les épiceries, partout. Là. Absolument. Puis ce sont des produits locaux pour beaucoup, qu'on est fiers de fabriquer, de distribuer dans la grande distribution. Maintenant, puis nos employés sont fiers de les produire aussi. Et je pense que nos employés voient que la situation de la pénurie de main-d'œuvre peut être une menace pour la croissance d'une entreprise. Puis pas seulement dans notre secteur, dans le secteur manufacturier actuellement. Alors, on sait, bon, actuellement, il y a de l'inflation aussi, il y a de l'incertitude mondiale où on voit monter le prix de l'essence et puis c'est pas très rassurant pour personne, ni pour les individus, pas plus pour les entreprises. Alors, donc, on fait en sorte, là, localement, d'échanger avec nos partenaires dans nos relations de travail, de manière à assurer l'avenir le plus lointain possible pour l'entreprise, et puis de continuer là, avec... Puis on a créé aussi, si on parle de Berthierville, là, des décennies de tradition, de savoir-faire dans notre secteur. On a créé une expertise.
locale qui est très importante et puis qui profite à toute l'économie locale et régionale. Donc, voilà. Et puis, l'acceptation, là, à 83% de la convention collective, ça nous assure aussi une paix de l'esprit, si je peux dire, Oui. pour les deux parties, pour les années à venir et pour la poursuite de nos activités. En tout cas, je vous félicite beaucoup, M. Vigneault, pour tout ce que vous faites, dans le sens que assurer une pérennité ici, puis comme vous dites, la vision d'Olimel de s'assurer que les employés soient bien et qu'on participe à la vie, là, on pourrait dire, communautaire ici dans le coin. Si vous avez d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer, gênez-vous pas. On est toujours disponible, puis ça nous fera plaisir de la transmettre. On a d'autres usines dans la Naudière, alors on a une grosse usine dans le port à Saint-Esprit, par exemple, qui est une énorme usine. Alors, bon, quand l'occasion viendra, on pourra en parler, Mme Yvon, ça me fait plaisir. Puis, merci à vos spectateurs et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Vigneault. Je suis en compagnie de Mme Patricia Rivet, qui est la présidente de la CSN pour la région de la Naudière. Bonjour Mme Patricia, bonjour Mme Rivet. Comment allez-vous? Bonjour. Vous avez un beau sourire, je pense qu'au niveau syndical, de ce temps-ci, comme tu me disais en pré-entrevue, si je me permets de dire tout de suite, je vais pas dire les employés, je ne dirais pas on a beau jeu, mais on est conscient que comme employeur, la main-d'œuvre est rendue précieuse. Là. Je veux dire, il y a un rapport de force qui a été créé, qui est différent. On parle d'aujourd'hui que peut-être il y a 10 ans. Là. Je pense que c'est une réalité qu'autant patron que tant qu'employé, on doit vivre. Là. Oui, tout à fait. Là, tout à fait. La pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que ça a des côtés négatifs sur la surcharge de travail, les méthodes de travail, mais c'est sûr que dans un environnement de travail, sur le présent, ça amène quand même une très grande surcharge dans tous les milieux, là. Oui. Autant privé que public, mais ça nous amène quand même une force, un rapport de force comme centrale syndicale qui nous amène un point positif. Puis le syndicat de Berthier, de Olimel-Laberthier, est un bel exemple. Là. Dans le fond, avec un accord commun avec l'employeur, on a ouvert la convention collective pour avoir des meilleurs gains au niveau du salarial pour aller rechercher de la main-d'œuvre. C'est ça. Et la façon que tu m'avais parlé, c'est que c'est justement, ça s'est fait de concert entre les deux, mais c'est parce que Olimel avait renégocié certains contrats d'entente, des ententes salariales avec différents abattoirs, on pourrait dire différents, et ça a ouvert la porte de dire pourquoi qu'on ne s'arrête pas aujourd'hui, pourquoi qu'on ne se met pas sur le même pied d'égalité, là. Oui, tout à fait. Dans le fond, il y a eu d'autres ouvertures dans d'autres usines Olimel qui étaient faites, d'autres ouvertures de contrats avec des meilleurs salaires. Donc, nos membres ont fait la demande, dans le fond, à leur syndicat pour qu'ils en discutent avec l'employeur. Puis l'employeur a accepté de s'asseoir à la table de négociation avec nous. Là. Parce qu'il faut le dire, là, travailler à Olimel, c'est pas une job de party. Là. C'est une job qui est fatigante, c'est une job que je pense que là, l'employeur a vraiment reconnu, on pourrait dire que les employés étaient précieux et que leur bagage, leur expérience est important de les garder, là, parce qu'on comprend que engager un nouvel employé, oui, là, tu dis, bon, un remplace l'autre, mais la formation, avant que l'employé soit à la bonne hauteur au niveau de la performance, ça peut prendre quand même 1 an, 18 mois, là, avant de connaître les postes, là. Oui, tout à fait, parce que la rétention est importante, oui, parce que l'emploi, moi, je suis allée visiter, puis effectivement, c'est des emplois difficiles, dans l'eau, dans le froid, dans le chaud, c'est pas toujours super rose et beau et propre. Ben, c'est propre, là. Oui, mais c'est la cadence de la chaîne, là, veut pas, s'il y a une cadence à supporter, tu peux pas dire je vais arrêter 10 minutes, c'est quand que la chaîne arrête 10 minutes, là. T'as pas le choix. Non, tout à fait, là. Fait que l'expérience est importante, puis donc, c'est sûr que l'objectif numéro 1, c'est la rétention de la main-d'œuvre, que les gens restent chez eux, quittent pas pour un autre emploi. Ça, c'était l'objectif numéro 1. Puis l'objectif numéro 2, ben, c'est d'aller chercher des nouveaux travailleuses et travailleurs qui voient qu'il y a des bonnes conditions, parce que c'est pas juste le salaire. Là, c'est sûr que là, on a misé en partie vraiment sur le salaire. Il y a quand même eu, pour les journaliers, il y a eu, à la signature du contrat, c'est 9% d'augmentation qu'ils ont.
Puis pour les gens de la maintenance, c'est 17 quand même. Là. C'est considérable. Puis par la suite, les 2 années qu'on a ajoutées à notre, dans le fond, il va finir en 2023, ça va finir en 2024, notre contrat, bien c'est 4 là, pour les 2 dernières années. Fait que c'est sûr que ça fait au départ, un bon rattrapage salarial. Fait que le but, c'est effectivement, c'est de retenir nos gens, mais aussi d'aller en chercher d'autres qui voient que dans le fond, présentement, en fait, à l'embauche, là, les gens vont gagner 20 de l'heure, mais après 4 mois, ils vont gagner 24 et 15. Là. Oui. Donc, comme journalier. Là. Fait que c'est des emplois difficiles physiquement, mais au moins, ils vont avoir des bons salaires. Là. Et puis, en fait, le syndicat de l'UNEL de Berthier ont réussi à avoir les meilleurs salaires dans toute l'industrie au niveau de l'abattage de poulet. Ah, c'est très, très bien. Est-ce qu'il y a eu une belle collaboration, justement, entre autres, avec l'employeur au niveau, on pourrait dire, de l'analyse des postes, là, des tâches et tout ça, essayer, tantôt, vous dites, améliorer les conditions. Est-ce que c'est un travail qui est permanent, c'est toujours en collaboration, en disant on pourrait changer ça, essayer d'améliorer, on parle peut-être de CSST, de choses comme ça. Comme on dit, c'est pas un travail facile. Là. Bien, en fait, chez l'UNEL à Berthier, on a un comité en santé-sécurité paritaire. Donc, c'est un travail à tous les jours là, qui est fait en santé-sécurité pour essayer d'améliorer les tâches, essayer d'avoir moins. C'est sûr qu'il y a des emplois répétitifs, fait qu'il y a des techniques de travail qui ont été, mais ça fait des années qu'on travaille à ce niveau-là. Puis ça, c'est pas un dossier qu'on va lâcher, ça c'est sûr. Avec la loi 27 que le gouvernement Legault a mis en place, qui enlève des droits aux travailleurs, fait que c'est sûr que nous, comme syndicat, on va travailler fort. Là. La santé-sécurité, c'est pas parce qu'on nous enlève des droits que le gouvernement nous enlève des droits en santé-sécurité qu'on va lâcher. Oui, je comprends très bien. C'est ça. Donc, on pourrait dire qu'au niveau de la CSN, je dirais que c'est une belle victoire, mais c'est une victoire heureuse. Là. Tu sais, je veux dire, ça s'est pas fait dans l'acrimonie, là, ça s'est fait en disant, oui, une belle collaboration, puis c'était bien, là, parce qu'on nous parle d'environ 5 rencontres, que c'est quand même exceptionnel là, pour avoir, on pourrait dire, régler un gros dossier, parce que c'est quand même 300 employés qu'on a? Oui, c'est un peu plus. On n'est pas loin chez Berthier, pas loin de 500 employés. Que c'est ça? Ça a été adopté à 83 l'entente qui a été faite samedi passé. Donc, vous avez des syndiqués heureux qui ont quitté la réunion puis qui ont dit yes, on va être des bons porte-parole pour l'IMED aussi. Tu sais, ça joue à 2 côtés. Là. Oui, tout à fait. D'accord. Je suis en compagnie de Annie Gravel, autrice, on va prendre le terme aujourd'hui, mais aussi professeure en théâtre. C'est bien ça, Thérèse Martin? Oui. Et Elsa Poirier, agent de développement pour le CRIVAL. OK. Donc, on a 2 personnes du CRIVAL. Et la semaine dernière, il y a eu le lancement de la 4e édition, c'est bien ça, oui. Elsa, de ton aventure. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, du concours de ton aventure. Donc, en fait, le concours, c'est que du 4 mai au 31 août, les jeunes vont pouvoir aller lire des histoires sur le site web tonaventure.com. Puis, ils vont courir la chance de gagner des prix. OK. Et c'est quoi les prix? Est-ce que tu as une idée? On a une douzaine de lots. Donc, il y a des bourses de 500 $, 250 des caisses de la Naudière, Caisse des Jardins de la Naudière. Il y a des sorties culturelles, sorties éducatives, beaucoup de jeux de société, de livres et bien plus. Bien sûr. On parle du CRIVAL. Le CRIVAL, le but, c'est encore là valoriser l'éducation, on pourrait dire résumer rapidement. Et ce projet-là se passe sur Internet, il faut quand même le dire, oui. Sur les Internets, comme dirait ma grand-mère. Et dans le fond, le principe, c'est qu'il y a des histoires, c'est ça, qui sont accessibles quand on va sur le site de CRIVAL, qui sont par tranche d'âge, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Il y a une douzaine d'histoires dont vous êtes le héros. Donc, les jeunes peuvent décider de la direction qu'ils vont prendre à la fin d'un chapitre. OK. Donc, c'est vraiment... Tu t'en vas à l'aveugle. Tu choisis, comme on disait tantôt, on va en reparler avec Annie, mais tu me parlais de quand même 86
difficulté. Par l'histoire, ça représente 86 chapitres, c'est beaucoup d'écriture, là. On va revenir à toi. Mais pour terminer avec le Crival, vous avez commencé au début mai, vous le finissez en haut, parce que vous voulez que les jeunes, à partir du mois de mai, commencent à lire et ne perdent pas l'habitude pour le mois d'août. C'est ça vraiment le but de ce magnifique projet-là. Là. Oui, c'est ça, en fait, de maintenir les habitudes de lecture. Puis, en fait, on veut aider à contrer la glissade de l'été, donc la perte d'acquis scolaire. C'est ça, exactement, parce que c'est prouvé, hein, que quand tu n'as plus de routine, quand tu te retrouves au mois de juin, puis tu finis l'école, oui, tu te prends un petit break, là. Disons que tu dis une semaine ou deux, on ne veut plus rien savoir, là, puis tout ça, mais l'importance de continuer de lire, entre autres, durant la période estivale, fait que rendu au mois de juin, rendu au mois de septembre, les professeurs sont capables de repartir vraiment, on pourrait dire la machine, surtout avec les 2 ans de pandémie qu'on a eu, que ça permet ça. Tout ça, c'est gratuit, il faut le spécifier. Oui, là. Oui, c'est gratuit. Puis même les groupes peuvent participer, là, donc les enseignants, les intervenants, animateurs de camp de jour. Il y a même des prix pour les groupes aussi, là, donc les groupes qui commencent des histoires peuvent gagner dans le fond des certificats cadeaux de Hamster le papetier. Okay. Donc c'est vraiment Et dans le fond, tu es éligible au prix si tu termines d'avoir fait les 30 chapitres. Les jeunes, mais les groupes peuvent seulement commencer l'histoire, ils sont automatiquement éligibles. OK. Puis aussi, en fait, tous les jeunes qui participent et groupes peuvent recevoir un certificat de persévérance. Ah, c'est super, OK. Madame Gravel, maintenant, c'est à vous. Tantôt, on en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Il y a 3 groupes d'âge. On parlait de comme primaire, vraiment. C'est quoi les âges? C'est 6-9 ans. OK. Après ça, on parle de 9-12 ans, fin du primaire, puis après ça, 12 ans et plus. Qu'est-ce qui vous a, je dirais, passionné? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à ce projet-là? Le défi. Oui, bien ça, oui. Ça représente un beau défi. Quand Mme Camille Ré m'a approchée, j'étais très heureuse. Mais surtout, moi, je connaissais la plateforme et tout projet, tout organisme là, qui favorise la lecture, qui stimule la lecture chez les jeunes, je prends ça à cœur. Donc, j'avais envie de m'impliquer de cette façon. De cette façon-là. Ouais. La difficulté, parce que cette difficulté, c'est trouver les sujets. Elle est énorme. Oui. Mais c'est pas ça la difficulté majeure, mettons. Là. Oui, ça prend de la créativité, de l'imagination, mais c'est surtout, c'est une écriture qui est très... Il faut être très discipliné, très assidu, rien laisser au hasard, parce qu'évidemment, il doit y avoir une cohérence impeccable. Puis comme je vous disais, là, pour 30 chapitres pour l'enfant, l'auteur, lui, doit en écrire 86, avec un souci du détail, tout ça. Donc ça a été un grand défi. Tantôt, Elsa, tu me parlais qu'il y avait 12 histoires. C'est parce que cette année, c'est 3 nouvelles. Donc, c'est 3 par année. Donc, est-ce que vous aviez regardé un petit peu qu'est-ce qui avait été fait avant pour vous inspirer ou vous avez vraiment dit, moi, je trouve mes idées puis je pense... J'ai lu un petit bout pour être sûre de la formule, en fait, parce que j'ai eu le schéma de narration qui était vraiment un graphique, donc qui est assez impressionnant, mais pour voir un peu le style puis le nombre de mots, tout ça. Mais non, j'ai pas voulu trop lire. J'aimais mieux partir avec vos idées. C'est ça. On peut-tu parler un petit peu des histoires sans dévoiler les fins possibles, parce qu'on comprend qu'il peut y avoir il y en a beaucoup de fins possibles. Mais on parlait pour les plus jeunes, vous me parliez, c'était un peu fantastique, c'est ça? Oui, pour les plus petits, dans le fond, c'est une petite fille et son petit frère qui vont à la foire agricole à chaque année et qui sont lassés d'être là, qui s'ennuient et puis qui découvrent un labyrinthe de maïs géant qui est interdit au grand public. Okay. Donc, comme c'est interdit, ils décident d'y aller. C'est sûr. Et puis là, ils vont plonger dans ce labyrinthe-là, vont faire la rencontre de toutes sortes de personnages colorés, fantastiques. Ils vont vivre toutes sortes de choses, vont voyager, puis vont essayer de ressortir du labyrinthe. Ah, c'est bien. Le deuxième, on parlait d'une cabane. Dans le fond, une histoire de... Un petit peu de cabane. Dans le fond, c'est un groupe de jeunes qui se rencontrent la nuit en cachette dans leur cabane secrète dans la forêt pour refaire le monde, pour jaser, pour faire des plans. Et puis un soir, il y a une tempête de verglas et il y a des transformateurs électriques qui explosent, puis il y a le chien d'un personnage qui prend la fuite dans la forêt, dans la montagne. Et donc, ça s'appelle Nuit blanche parce que le personnage va passer la nuit à la recherche de son chien avec une autre personne et vont découvrir toutes sortes les secrets du village. Là. Donc, c'est ça. Puis le troisième,
ça s'adresse aux plus vieux. Ouais. Vous me disiez que Ouais. la thématique était peut-être pas plus difficile à trouver, mais... Ben, tu sais, c'était de rejoindre, de dans le rejoindre, fond, ouais. tu sais, ça couvre un large spectre, là, comme je vous disais, tu sais, un enfant de 12-13 ans, un adolescent versus un adolescent de 15-16 ans, c'est pas nécessairement, n'a pas nécessairement les mêmes intérêts de lecture. Donc, pour moi, ça, c'était un défi. J'ai travaillé beaucoup la forme aussi, tu sais, le style pour essayer de captiver les jeunes. Et puis, ça parle, dans le fond, c'est un jeune garçon qui va vivre de l'intimidation, va se faire tabasser et va décider de prendre la fuite dans la grande ville. Donc, il va quitter où il habite et puis il va s'enfuir. Puis là, ben, il va découvrir la jungle de la ville avec tout ce que ça peut représenter comme défi. Puis il revient à la maison avec un nouveau bagage, on va dire. C'est ça, non, c'est très, très bien. Ouais. En terminant, Mme Gravel, Annie, est-ce que c'était peut-être ta première fois que tu faisais de l'écriture comme ça, ou tu en as fait avant, puis ça donne un ouf pour partir, faire d'autres choses? Ben, j'écris depuis longtemps. J'écris beaucoup de théâtre. J'écris des albums jeunesse aussi. Je vous avoue qu'un défi comme ça, c'était nouveau, là. J'avais jamais écrit des histoires dont vous êtes le héros. Donc, c'est une autre formule. Tu as compris un petit peu Luc Dionne quand on parlait de 31. Il disait que c'était un marathon puis c'était épuisant parce que tu avais des deadlines. Oui, c'est ça. Donc, ça doit se faire assez rapidement, avec une qualité, puis avec une cohérence surtout. Là. Donc, oui, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Ouais. Est-ce que ces 12, si on peut dire ces 12 volumes, pourraient être édités en livre ou c'est vraiment quelque chose qui va rester toujours seulement sur Internet? Est-ce que c'est des projets que vous avez? Pour l'instant, c'est sur Internet. C'est sûr que si la demande est là, ce serait peut-être quelque chose à considérer, mais on est très ouvert aux suggestions là, pour cette nouvelle édition, puis peut-être pour poursuivre l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'améliore. En terminant, bien, bon succès pour ton aventure, le projet du Créval. Comme vous dites tantôt, c'était quand même un beau défi, puis quand même quelque chose. On parle de 500-600, on espère qu'avec les années encore, ça va être valorisé. Puis on espère, bien, toi, vos prochains élèves qui vont rentrer au secondaire, bien, ils vont passer l'été à dire « Ah, bien, c'est peut-être la madame qu'on a vue, qui écrit, vous êtes l'auteur, vous allez devenir une vedette au niveau de la lecture et tout. » Puis je pense que c'est un très, très beau projet, puis félicitations. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonjour Marie-Pierre, comment ça va? Bonjour Daniel, ça va très bien. À l'automne passé, tu nous avais parlé, on a fait un bilan comme mairesse de la visitation de l'île-du-Pas. Tu avais parlé et tout. Puis, tu avais dit que tu avais d'autres projets, qu'il y avait des choses qui s'en viendraient. Et là, je pense que le moment est maintenant on peut en parler, parce qu'on a eu, il y a environ 2 semaines, l'investiture d'Amélie Drainville. Je pense que tu as découvert quelqu'un à la visitation que tu ne connaissais pas quand tu t'es présentée comme mairesse, puis tu as fait 4 ans, là, ton mandat de 4 ans. Tu as connu une personne impliquée, je dirais pas le mot boquée, parce qu'elle m'aimera pas quand elle va arriver, quand elle va faire ça, mais elle veut dire une personne impliquée qui sait qu'est-ce qu'elle veut, qui a des objectifs, qui a des choses, et je pense que ça t'avait beaucoup rejoint. Tu sais, là, quand on parle d'environnement, des travaux que vous aviez faits, la forêt nourricière et tout, et je pense que ça t'avait beaucoup rejoint. Tu as découvert des choses avec Amélie. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ça me fait plaisir. Merci Daniel pour cette introduction-là. Dans le fond, c'est vrai que quand le fin de mon terme en tant que mairesse arrivait, j'ai eu la chance de réfléchir, tu sais, de mon implication future, tu sais. Pour moi, c'était encore aujourd'hui, c'était mon motif à ce moment-là, de voir à quel endroit je peux être plus utile, à quel endroit on peut arriver à avancer pour un projet de société qui est plus juste, plus respectueux de l'environnement, plus équitable. Et je pensais y trouver mon compte, en fait, à la municipalité, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein? On sait que dans le milieu municipal, c'est beaucoup des gens d'une certaine génération qui sont représentés, des gens aussi qui ne voient pas la même valeur en donner du temps pour l'environnement. On pense beaucoup à les choses primaires comme l'asphaltage, mais moi, j'ai un projet plus grand que ça pour mais dans l'air du temps, t'aurais dû pour rester. Les sociétés. Je crois qu'on est assez évolué en tant que communauté pour voir qu'on peut aller au-delà de ce qui est déjà là et de le maintenir. On peut se permettre d'avoir des réflexions qui vont plus loin. Puis,
pour le faire, bien, ça prend des gens aussi avec qui on peut échanger. Parce qu'à un moment donné, quand on échange toute seule, puis tu sais, c'est pas... On a l'impression qu'on est toujours à contre-courant et qu'on se bat contre un mur. Mettons qu'on ferait un résumé comme ça. Oui, bien, on découvre surtout que c'est peut-être pas le bon endroit où exécuter ça, tu sais, ou mettre de l'avant la vision qu'on a. Et bien, chez Québec solidaire, en fait, on en vient à Québec solidaire, c'est ça, de participer à une démarche qui est vraiment inclusive. La manière que Québec solidaire gouverne, c'est que c'est vraiment à partir des gens qui y participent. Fait que des membres, des gens qui sont intéressés, qui font des lectures, qui ont des connaissances générales, qui ont leur propre connaissance de vie et qui vont dire, bien, pour un tel point, moi, en tant que citoyen, j'expérimente ça de telle manière, comment peut-on trouver une solution? Puis là, c'est vraiment une concertation au niveau local qui est ensuite revisée avec un plus grand groupe qui a fait le même exercice. Fait qu'on arrive tranquillement à mieux s'organiser et c'est vraiment représentatif des gens qui ont participé, oui, puis qui vivent dans la société, puis qui ont une vision. Mais je vais te relancer. Oui. Tu regardes aujourd'hui, il y a peut-être une jeune mairesse, là, oui. Puis tu regardes aujourd'hui, tu lis les journaux, tu sais, la présence des jeunes, de la nouvelle vision. On parlait justement d'étalement urbain, tu sais, de choses comme ça. C'est des choses qui t'auraient rejoint. Mettons, si on reporte dans le temps, si tu aurais eu ce discours-là, je pense que ça t'aurait interpellé, là, des municipalités, qu'on parle de Saint-Lin, de tout, qui dit, regarde, stop, là, on arrête de s'étaler, on essaye de trouver des solutions pour que les gens soient plus heureux dans l'environnement qu'on a. C'est un petit peu ta vision que tu veux apporter. Il y a plein d'aspects, en fait, il y a plein d'aspects à ça, mais c'est vrai de commencer à où on est et comment améliorer notre milieu de vie ici, dans notre cocon. Là, on parle beaucoup de propriété privée, puis bon, il y a des entreprises privées qui peuvent nous apporter tout plein de services, mais ces services-là ne doivent pas nécessairement seulement passer par des entreprises privées. Il y a des économies locales de partage qui sont très fonctionnelles et qui répondent de manière plus claire à c'est quoi d'être humain, c'est quoi d'être en interrelation avec notre voisin, puis avec aussi les autres êtres avec qui on partage la planète. Il ne faut pas oublier que l'humain n'est pas l'être supérieur. Non, c'est ça. On n'existe pas si on n'est pas en relation avec tous les autres éléments qui nous entourent. Ma question qui tue. Oui. Est-ce que ça s'est discuté? Amélie n'est pas là. C'est-à-dire, c'est toi ou c'est Amélie? Ou c'était clair que... Parce que là, on va dire que dans le fond, tu es le porte-parole. Là, tu étais en campagne avec Amélie Drainville. Non, en fait, moi, je suis attachée politique d'Amélie Drainville. C'est ça, attachée politique, c'est ça. Mais ouais. La discussion, parce que tu as eu des discussions, c'est-tu Marie-Pierre qui se présente ou c'est Amélie? C'est quoi? Ou c'était clair au départ que c'était pour être Amélie, que c'était pour être la candidate? C'est bon, ça, comme question. En fait, tu l'as dit tantôt dans l'introduction, tu sais, moi et Amélie, on s'est découvert à travers la municipalité. À ce moment-là, c'est certain que c'est moi qui avais le rôle de mairesse et Amélie déployait beaucoup l'aspect environnement et on s'est trouvé des atomes crochus là-dedans. Ça m'a beaucoup pris d'énergie et d'investissement, mon rôle en tant que mairesse à l'île du Pas durant 4 ans. Et bien, le moment était propice pour continuer dans notre duo. Parce que c'est ça qu'on a remarqué, c'est qu'ensemble, on était capable d'aller plus loin. On est capable de s'alimenter, on se complémente aussi, on se complète avec nos aptitudes. Puis, c'était complètement naturel que ça soit Amélie qui se présente comme candidate. Et c'était complètement naturel que je sois son bras droit ou son bras gauche, si on veut parler de la gauche. Ça, donc, fait que c'est vraiment un duo qu'on fait ça. Puis, après ça, bien, Amélie, elle a toute la connaissance de la plateforme de Québec solidaire, elle a les aptitudes pour entrer en débat, elle a les aptitudes aussi pour bien représenter les gens de notre région, mais après ça aussi les gens du Québec à l'Assemblée nationale. Donc, je lui souhaite vraiment là, de pouvoir avoir la chance d'atteindre ça parce que c'est certain que elle va bien faire ça, elle va faire ça de manière juste, tu sais, parce que ce que ça fait dans notre milieu, tu sais, quand on est une personne d'influence ou quand on est prisé pour prendre des décisions, c'est que
on prend en ligne de compte ce que les gens nous amènent, nos conseillers et tout. Et parfois, mais ça nous déroute de la vision qu'on a réellement. Puis c'est pas tout le monde qui parle à voix haute, tu sais. Surtout quand on a des projets qui sont différents que ce qui est amené dans les gros médias, ce qu'on voit en publicité tout le temps. Fait que c'est pas tout le monde qui ose parler à voix haute pour ça. On l'a vu avec Catherine Dorion. Elle a bien fait. Les autres représentants de Québec solidaire, les autres députés, là, ils le font très bien. Puis je pense qu'Amélie aussi va pouvoir suivre ce courant-là, de ne pas dériver pour se dire, finalement, on va se conformer un peu quand même au statu quo parce que c'est plus facile, c'est moins exigeant, c'est moins confrontant parce que c'est vrai que c'est des luttes continues de suivre une ligne directrice. Puis j'aimerais juste dire que qu'est-ce qui me rejoint beaucoup chez Québec solidaire, puis pourquoi que j'ai accepté ce défi-là, puis j'ai envie de continuer avec Amélie Drainville et de faire la tournée cet été de la région pour aller rencontrer les personnes, voir c'est quoi les besoins, bien, les constater et de découvrir tous les belles initiatives qu'on entend peu parler pour les aider à les porter plus haut, ces voix-là. Bien, ce qui me motive, c'est que on doit avoir un idéal auquel on aspire. Oui. Si on n'a pas d'aspiration, bien, on ne commencera pas avec les démarches pour y arriver. Oui. On y arrivera peut-être pas tout de suite, puis l'aspiration finale, tu sais, elle va prendre un bout de chemin avant qu'on y arrive. Mais il faut l'avoir en ligne de mire si on veut diriger nos actions pour y arriver et de s'adapter pour pouvoir mener un projet de société qui est fort, qui est juste, qui est équitable. Donc, c'est un autre beau gros défi que tu te donnes. À date, ça va bien. Je vais te poser la question. Beaucoup d'enthousiasme, comme tu dis, tu as une belle synergie avec Amélie et tout. Là. Mais vous travaillez fort, vous avez déjà commencé à vous promener. Puis... Oui, dans le fond, ce que je peux dire, c'est que tu sais, le travail, c'est beaucoup fait en amont. Tu sais, pour préparer là, cette année, il y a une équipe, on appelle ça un comité de coordination ici dans Berthier. Amélie, elle a été un point focal dans cette organisation-là. Elle a vraiment ce genre de leadership-là, Amélie Drainville. Et autour d'elle se sont mobilisés des gens. Donc, on est une organisation bien structurée. Le membership qu'on a est vraiment élevé. On a vu tripler là, dans la dernière année, puisque c'est sérieux, la démarche. C'est sérieux, c'est rodé. On a quelque chose de vraiment solide, puis on voit que les gens ont envie de ça dans la région. Les gens ont envie de ça à la Valtrie, les gens ont envie de ça dans le Nord, les gens ont envie de ça aussi à Saint-Barthélemy. Donc, on va chercher à tous les coins. Puis, sans cette équipe-là, bien, ça n'aurait pas été possible. Donc, vous êtes déjà commencé en campagne. Bien, c'est pas lancé, mais... En pré-campagne. En pré-campagne. Oui. Tu fais le tour, c'est toi qui gères l'agenda de Oui, donc mon rôle, en fait, c'est de voir avec la candidate, de voir, tu sais, où on pourrait être accueilli pour aller connaître les services qui existent déjà, voir comment on peut venir en appui à ces services-là, vraiment être en mode d'écoute pour recueillir ce qui est dit sur le terrain. Amélie, c'est une femme de terrain et pour amener ça de manière juste après dans les moments de discussion, puis d'être inclusif, là, de aussi faire connaître qu'il y a une place pour tout le monde à Québec solidaire. Si pour vous, l'environnement est important, la justice sociale, l'équité, l'accès aux services publics, bien, c'est vraiment un parti qui pourrait être là pour vous. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à vous joindre au mouvement. C'est ça. Mais je te dirais oui, puis c'est un beau défi. C'est une belle été que tu vas passer avec la chaleur, avec toi, rencontrer les gens. Oui, absolument. Bon, on va te souhaiter une bonne campagne. On va souhaiter une bonne campagne à Amélie. Je sais qu'on en a parlé, mais vous savez là, que nos ondes sont toujours disponibles aussi pour plein d'entrevues. Il nous fera plaisir de retourner à venir sur la plateforme. On a plusieurs enjeux qu'on pourrait discuter. On est un parti aussi
qui reconnaît la place des premiers peuples qui sont ici, avec qui on partage le territoire. Il y a des luttes qui se passent à ce moment pour protéger contre les coupes forestières, les coupes à blanc, les coupes exagérées. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça dont on pourrait discuter. Sans problème. Oui. Bon, bien, à la prochaine. Puis, félicitations pour ta nouvelle nomination. Ben oui, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci. Je suis accompagnée d'Amélie Pelland, qui est, on pourrait dire, la coordonnatrice, c'est bien ça, Amélie, je ne vais pas me tromper, pour l'Action Logement à la Naudière, un organisme vraiment dévoué à la défense, on pourrait dire, des logements, des locataires et tout ça. Et première chose, je veux parler avec toi aujourd'hui, vous êtes en plein sondage, c'est ça, il y a différents sondages qui sont faits présentement, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc en fait, on demande actuellement aux locataires de remplir nos sondages qui sont disponibles sur notre site internet au www.logementlanaudière.org qui vise à dresser un portrait de la situation au niveau du logement pour ensuite ajuster nos revendications et nos actions en lien avec ce qui va ressortir de ces sondages-là. On en a un nouveau. Donc, on en a encore quelques-uns là, qui circulent, un sur les difficultés à la recherche de logement, sur les reprises de logement et les hausses de loyers abusées. Et là, on en a un quatrième qui nous intéresse beaucoup, qui est au départ d'un locataire, le loyer a été augmenté de combien? Mais ce qu'on veut déterminer aussi, c'est les gens qui ont été obligés de quitter leur logement et qui ont dû relouer un nouveau logement, ils ont dû en relouer un à quel prix? Oui. Donc, on veut voir s'il y a eu une hausse exponentielle là, du coût des loyers dans le cadre d'un changement de locataire. Oui, bien c'est ça, je comprends très bien. Donc, dans le fond, c'est rejoindre toutes les problématiques qu'on vit présentement à la recherche d'un loyer, le prix d'un loyer, est-il accessible? Puis, qu'est-ce qui se passe aussi dans certains locataires qui, on pourrait dire, qui reprennent sauvagement, entre guillemets, les locataires. C'est quoi les dates de butoir pour remplir ces sondages-là? Les gens ils ont jusqu'au 30 juin 2022 pour remplir nos 4 sondages. Avez-vous déjà pas mal de réponses? Êtes-vous surpris un petit peu? Ou avez-vous feuilleté un petit peu ou vous attendez au 30 juin pour voir le résultat? Oui, on a commencé à regarder. Jusqu'à présent, on est rendu à environ 300 sondages de remplis. Donc, on est quand même assez satisfait, mais on en vise 500. Okay. Donc, on encourage les locataires là, à continuer à aller remplir nos sondages. Donc, nous, on a déjà une idée là, de la situation actuelle, mais comme ce n'est pas tous les locataires qui communiquent auprès de notre organisme, on voulait vraiment dresser un portrait plus large, surtout dans des secteurs où les gens connaissent peut-être un peu moins notre organisme. On a d'ailleurs notre collègue Carole là, qui fait du porte-à-porte dans toutes les régions, dans toutes les villes, de la région de la Naudière pour faire connaître ce sondage-là. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, elle va probablement aller faire un tour à Berthierville. Ah bien, on va l'accueillir avec plaisir, on va vraiment nous faire plaisir, parce qu'il faut spécifier, comme tu viens de dire, que vous couperez les 6 MRC de la Naudière, donc c'est très vaste et il y a beaucoup de problématiques partout. Hein. On pense au cas de Saint-Calix qui est arrivé l'an passé là, avec des hausses fulgurantes et tout. Puis il y a plein de choses que, en tant que locataire, on doit connaître nos droits, mais savoir aussi qu'est-ce que le propriétaire peut faire aussi légalement. Là. Et exactement. Donc, c'est un peu ça l'objectif aussi en faisant le porte-à-porte, c'était d'aller rencontrer les gens qui connaissent peut-être moins leurs droits et de faire connaître notre ressource aussi, qui couvre quand même 57 municipalités, là, malgré qu'on ait seulement un point de service à Joliette. C'est ça, exactement. Autre point, le 29 mai, donc pas en fin de semaine, l'autre fin de semaine, c'est le congrès national de la CAQ qui va se tenir à Drummondville. Et je pense au niveau des regroupements justement d'organismes voués à l'action pour les locataires, pour le logement social, vous avez décidé de faire une grande mobilisation à travers le Québec. Ce n'est pas seulement chez vous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien, en fait, c'est une action qui est initiée par le FRAPRU, qui milite pour le logement social. L'action a lieu samedi, le 28 mai, de midi à 13h30 à Drummondville. Donc, c'est une action pour demander au gouvernement de réinvestir massivement dans le programme Accès Logis au niveau des logements sociaux. Donc, on est préoccupé là, par le nouveau programme que le gouvernement souhaite mettre en place, qui semble être plus des logements abordables, mais des logements abordables qui demeurent relativement chers, comme des loyers à 2 000 $ par mois. Donc, c'est pour ça que nous, on trouve important là, de plutôt demander au gouvernement de réinvestir dans Accès Logis, qui permet d'avoir des loyers qui sont en fonction du revenu, 25% en fait.
en fonction du revenu. Et puis, on organise du transport. Donc, pour les locataires qui trouvent ça important là, de faire valoir leur opinion au niveau du logement social, on a un autobus là, qui va partir de Joliette à 9h et de Berthierville à 9h40. Donc, les locataires qui veulent s'impliquer, ils peuvent communiquer avec nous là, au 450-394-1778, le poste 3, pour réserver là, une place pour l'autobus. Et on offre le lunch gratuit là, pour les gens qui vont prendre l'autobus avec nous. Et il reste encore des places, c'est ça qu'on comprend? C'est pas complet. On vient tout juste d'annoncer, là, donc pour l'instant, on a seulement 4 personnes là, qui se sont inscrites. On demande aux gens, par contre, de s'inscrire au plus tard le 25 mai là, pour qu'on puisse s'organiser au niveau des repas. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le numéro de téléphone pour contacter? Oui, donc c'est le 450-394-1778 et c'est le poste 3 là, pour rejoindre ma collègue Carole qui s'occupe des inscriptions. Bon, ben d'accord, mais je te remercie beaucoup, Amélie. Puis quand vous ferez votre tournée, ça nous fera plaisir de vous accueillir, de parler encore de votre organisme. Merci. Merci beaucoup. Bye.